Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin, tous deux dans l'équipe Laurent Paquin, Mélissa Jacob. Donc, aujourd'hui, on va faire la 3e capsule pour LEED. Donc, on va vous parler là, de l'analyse de cycle de vie. On va parler aussi de l'impact que ça a sur l'immobilier, les certifications LEED. Donc, Laurent, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, à nous donner de l'information? Oui, dans le fond, l'analyse du cycle de vie, c'est une évaluation efficace et systémique des impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'une entreprise d'un procédé ou d'un procédé, pardon. Là, ce que je voulais vous montrer ici, les cycles de vie, les indicateurs environnementaux, je te laisse les dire, Mélissa. Donc, on parle pour les indicateurs environnementaux du réchauffement climatique. On parle du potentiel de réchauffement climatique de tous les gaz reconnus par le GIEC. On parle aussi de l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'impact potentiel de toutes les substances conduisant à la destruction de la couche d'ozone. Donc, un peu comme le zéro carbone qu'on pourrait dire. La formation d'ozone troposphérique. Puis, on parle de l'impact du potentiel de toutes les substances qui contribuent à la création de smog. On l'a vécu à maintes reprises cet été. Oui, avec les feux de forêt, là, on en a eu beaucoup. Il y a aussi là, des biens importants, là, quand on va utiliser des matériaux de construction, autant les matériaux en dedans que pour la construction. Ici, on a un exemple qui est l'exemple du berceau au tombeau. Ça le dit, le berceau, c'est d'où ce que ça vient. C'est où ce que ça a été extracté, transport, production, transport encore, consommation, puis ça finit à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on veut éviter le plus dans LEED parce que c'est vraiment, il n'y a aucun recyclage. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Fait que le berceau au tombeau, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un terme, là. Il y a le terme en anglais qui est très utilisé aussi. Le cycle. Exactement, qui est en analyse avec les cycles de vie. Ici, on a berceau au berceau à la place. Fait que ça, c'est des produits qui vont être priorisés. Fait que c'est des produits qui vont toujours être réutilisés, puis la consommation, ils vont être recyclés par la suite. Fait qu'on le voit ici, là, c'est l'économie est circulaire. Pardon. On va pour réduire la consommation des ressources et préserver les écosystèmes. Fait que éco-conception, la consommation et approvisionnement responsable et l'optimisation des opérations. Je te laisse faire le 2.1, Mélissa. Donc, donner une nouvelle vie aux ressources. On parle d'écologie industrielle. On parle aussi du recyclage et compostage, puis de la valorisation. Oui, prolonger la durée de vie des produits et des composants, entretien, réparation, faire des dons, la revente, reconditionnement, quand c'est rebuild, économie de fonctionnalité. Puis, utiliser les produits plus fréquemment, donc économie collaborative, puis location à court terme. Le partage, tout simplement. Exactement. Après ça, là. Ce qui nous amène ici, puis ça, c'est ce que j'aime le plus, OK? C'est hallucinant ce que ça nous montre. Ça, c'est l'approche régénérative. Même LEED n'est pas encore rendu là. C'est vers là qu'on s'en va. Je vais te laisser lire le texte. Je vais expliquer un peu le graphique après. Donc, on parle, les bâtiments régénératifs sont conçus et opérés pour renverser les dommages et avoir un impact positif sur l'environnement. Ce sont des systèmes fermés qui n'utilisent que l'eau ou l'énergie que les systèmes du bâtiment peuvent générer. C'est incroyable. Fait qu'on le voit ici, c'est renverser les dommages puis avoir un impact positif même. Fait qu'on va voir ici, là, ça ici, c'est le code du bâtiment qu'on voit ici. Ça, c'est notre ligne ici du milieu, là. Ça, c'est quand on est exactement à zéro, OK? Ce qu'on construit, ce qu'on gaspille. Tout ça ici, ça ici, c'est l'équilibre, OK? Fait que on va régénérer autant qu'on va polluer ou gaspiller ou les gaz à effet de serre, les îlots de chaleur, c'est sur tout, là. L'eau, l'électricité, tout. Ici, on voit ici, c'est quand on a un immeuble qui est green. On est rendu à high performance. Ici, on est sustainable, c'est l'équilibre. Puis ici, c'est où est-ce qu'on s'en va, là. Ici, c'est rendu qu'on régénère, on en redonne encore plus à l'écosystème en allant mettre des plantes natives, des plantes indigènes, en récupérant toutes les autres pluies. C'est vraiment un écosystème complet. Puis c'est vers là qu'on va s'en aller avec les années. On le sait, là, la planète, je pense que c'est au mois de juillet qu'on a consommé toutes les ressources que la planète fournit. Fait que c'est incroyable, là. En 7 mois, on consomme toutes les ressources. Fait que ça, c'est l'avenir. On n'aura pas le choix de se diriger vers des Living Building Challenge, qui est une approche régénérative. Puis, je pense qu'il y avait ça aussi que je l'ai montré. Vas-y, je te laisse les dire, mais ça, l'impact des bâtiments. Exactement. On parle de l'impact des bâtiments. Donc, 30% des émissions de gaz à effet de serre, 40% de la consommation d'énergie du pays. Donc, on parle d'éclairage, on parle de chauffage, de climatisation,
30% de leur consommation d'énergie est générée par des ressources non renouvelables. Fait que ça, c'est incroyable, là. 30% des gaz à effet de serre, c'est juste l'immobilier, là. Puis ici, consommation d'énergie aussi, c'est incroyable, ça, parce qu'ici, j'aurais pensé que les véhicules auraient pris une grosse part. Non, c'est ça qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est les immeubles. Puis on le sait très bien, au Québec, on a on a l'été, on a l'hiver aussi. Fait que veut pas, le chauffage et la climatisation dans tous les immeubles, ça marche à l'année, là. Oh, oui, définitivement. Puis même aux États-Unis, il fait du 40-50 degrés, l'air climatisé est dans le maximum. Puis qu'est-ce qui sort de l'autre bord, c'est de l'air chaud. Fait que ça contribue pas du tout à la planète. C'est pour le réchauffement que c'est pas bon. Puis les énergies, 30%, c'est des ressources non renouvelables, là. Fait qu'on parle pas d'hydroélectricité ici, là. C'est des affaires qui polluent encore une fois. Puis, impact des bâtiments durables. 23% moins en consommation d'énergie, 28% moins d'eau utilisée, 23% moins de frais d'entretien, 9% moins de déchets et on parle de 2% de plus de satisfaction des usagers. Oui, puis c'est prouvé ça que les immeubles qui sont certifiés LEED, il y a une satisfaction pour les usagers, que ce soit dans le confort, que ce soit confort thermique, parce qu'il y a plusieurs critères que vous allez comprendre qui engendrent ça. Puis ici, là, regardez, c'est incroyable, 23% ici là, en consommation d'énergie de moins. Fait que c'est prouvé que quand on construit un immeuble qui est certifié LEED, ça coûte plus cher au début, mais c'est avec les années qu'on récupère. Fait que c'est pas juste une dépense. Avec le temps, on va récupérer dans toutes les sphères de dépenses de l'immeuble, en plus de contribuer en environnement. Puis on le constate de plus en plus quand on vend un immeuble. Dans le fond, les acheteurs recherchent des immeubles LEED et les locataires aussi, présentement, recherchent des immeubles verts, des immeubles LEED, des immeubles qui répondent aux critères énergétiques, dans le fond. Exactement. Fait que c'est ce qui termine notre troisième capsule. Continuez de nous suivre, on va sortir les termes principaux dans la prochaine capsule. Fait que il y en a beaucoup, vous allez voir. Les codes de bâtiment qui sont importants, on sait que c'est HE aux États-Unis, mais il y en a un paquet d'autres. Là, on a appris plus que 150 codes qui sont en lien avec le code LEED. Puis par la suite, on va rentrer, comme on vous a nommé dans la capsule 2, on avait nommé les catégories. Oui. On va décrire les points, comment ça marche, puis c'est quoi qui est important, mais surtout les préalables. Donc, j'espère qu'on vous a aidé à mieux comprendre la certification LEED. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.